19h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Le flou règne en Espagne au lendemain d'élections n'ayant pas permis de dégager une majorité. Le Premier ministre Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Feijóo, dont le parti a remporté le plus grand nombre de députés, entament ce lundi des tractations pour éviter de nouvelles élections. Après l'embargo, le ciel s'ouvre à nouveau entre l'Italie et la Libye. Le premier vol reliant Rome à Tripoli a été inauguré ce lundi avec à son bord le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen. À Rome, où le coup d'envoi du sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire a d'ailleurs été donné, les chefs d'État et de gouvernement devront relever le défi de nourrir la terre de manière durable et équitable. Approvisionnement de l'Afrique en céréales, le président Vladimir Poutine rassure, la Russie remplacera les céréales ukrainiennes. Bonsoir à tous. La période des grandes chaleurs qui traverse plusieurs pays dans le monde n'est pas sans conséquences. Selon un communiqué du ministère algérien de l'Intérieur, au moins 15 personnes sont décédées et 25 autres blessées à la suite du déclenchement d'incendies attisés par les vents dans plusieurs wilayas du pays. Entre dimanche et lundi, pas moins de 97 incendies ont été enregistrés dans 16 wilayas. Les plus violents se sont déclarés dans les wilayas de Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Djidjal et Skikda. Pour l'heure, plus de 1500 personnes ont été évacuées des zones touchées par les feux. Et cette vague d'incendies n'a pas fait que des victimes civiles. Le ministère algérien de la Défense vient d'annoncer la mort de 10 militaires et 25 blessés suite aux incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a dans ce contexte présenté ses condoléances aux Algériens suite au décès des citoyens civils et militaires à cause des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Le président Tebboune a exprimé ses sentiments de chagrin et de douleur aux familles des victimes et des blessés, soulignant la solidarité absolue de l'État dans ces circonstances difficiles avec les familles des victimes civiles et des membres de l'armée algérienne. Chaleurs et incendies en Grèce. Près de 2500 personnes ont été évacuées par précaution dans la nuit à Corfou, où un feu de forêt fait rage dans le nord de cette île touristique. Frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, avec des températures ayant atteint localement plus de 46 degrés Celsius, la Grèce est en proie à des feux de forêt depuis la semaine dernière. L'Espagne se trouve dans le flou au lendemain d'élections qui n'ont pas permis de dégager une majorité. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, dont le parti a remporté le plus grand nombre de députés, entament dès aujourd'hui des tractations pour tenter d'éviter de nouvelles élections. Naila Hamouda. Après une soirée électorale extrêmement serrée, aucune majorité absolue ne se dégage des urnes en Espagne. Les candidats de droite et de gauche revendiquent tous les deux la victoire. La course aux alliances a commencé. Le pays s'oriente-t-il vers une situation de blocage, comme il en a connu par le passé ? Le principal parti de droite arrive en tête avec 136 des 350 sièges de la Chambre basse du Parlement, alors que le parti d'extrême droite, Vox, son seul allié potentiel, ont gagné 33. Ils totalisent donc à eux deux 169 sièges, loin de la majorité absolue, qui est de 176. Alberto Núñez Feijóo craint que la gauche bloque à nouveau le gouvernement espagnol. Je demande expressément au Parti socialiste et au reste des forces politiques de ne pas bloquer à nouveau le gouvernement espagnol. Déjouant tous les sondages, le Parti socialiste dispose, lui, de 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, de 31. Avec ses 153 députés, l'alliance du parti de gauche et Sumar aura donc besoin du soutien de plusieurs formations régionalistes pour rassembler 172 députés. Dans le cas contraire, l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation de blocage et être condamnée à un nouveau scrutin.
La montée de l'extrême droite au pouvoir en Espagne est une première depuis la fin du courant franquiste en 1975, il y a près d'un demi-siècle. On vous le disait justement, le chef de file du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo a entamé depuis ce matin des pourparlers pour rassembler des soutiens pour pouvoir diriger le nouveau gouvernement. Depuis ce matin, j'ai maintenu le contact avec les différentes forces politiques afin d'obtenir un gouvernement stable en Espagne dans les semaines à venir. Il y a déjà eu un contact avec le président du PNV que j'espère approfondir dans les jours à venir. Et j'ai aussi parlé avec le président de Vox et de la même manière, nous avons convenu de poursuivre les conversations tout au long de la semaine. Aussi avec l'approche de savoir s'il est prêt ou non à soutenir un changement de gouvernement. Si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. Si el señor Sánchez no acepta el diálogo con el Partido Popular. Si Sánchez n'accepte pas le dialogue avec le Parti populaire, nous explorerons toutes les voies pour doter l'Espagne d'un gouvernement et le ferons dès que possible. Je le fais parce que je crois que le blocus est un scénario indésirable pour notre pays. Para nuestro país. Soutenir la paix et la sécurité dans le pays qui connaissent une exode de migrants, c'est l'approche qu'a prônée l'Algérie à Rome lors de la conférence internationale sur le développement et la migration organisée par l'Italie. En d'autres termes, Alger poursuivra son soutien aux États africains concernés par la migration clandestine en y créant notamment des projets de développement afin de mieux contenir ce phénomène et ses impacts. Mohamed Walid Ben Chaban. Présente à la conférence internationale sur le développement et la migration clandestine tenue à Rome, l'Algérie promet de poursuivre son soutien aux États africains avec des projets de développement dans le continent. Contrôler le phénomène migratoire aux frontières, lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir le développement économique avec l'objectif, à moyen terme, de mieux réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. Alger s'engage pleinement à atteindre ses objectifs dans le but de minimiser les répercussions de ce fléau sur son économie et celui de l'Afrique. C'était une nouvelle occasion pour mettre en avant l'approche algérienne pour lutter contre la migration clandestine évoquée à maintes reprises par le président de la République. Cette approche facilitera aux États africains et d'autres pays touchés par ce phénomène le processus de développement économique qui encourage la création de l'emploi et la création de la richesse pour ces pays. Pour la mise en œuvre de cette approche, l'Algérie a consacré $1 milliard de son budget à l'aide au développement sur le continent. Le président de la République avait pris l'initiative d'octroyer un montant d'$1 milliard. Nous œuvrons pour qu'il y ait des initiatives similaires à ces efforts au niveau international. Le problème de développement est l'une des raisons principales du phénomène de la migration clandestine. Alger a adopté une approche globale et intégrée pour lutter contre ce fléau et s'engage pour appuyer divers projets de développement sur le sol africain pour soutenir les logiques de partenariat et les projets innovants concernant le développement de l'Afrique. Le Sénégal a fait face à un nouveau drame sur la route migratoire qui relie l'Afrique de l'Ouest aux Canaries. Au moins 15 corps sans vie ont été retrouvés ce lundi matin au large de Dakar. Gendarmes et pompiers continuent les opérations de secours à la recherche d'autres corps. Le nombre de personnes dans la pirogue n'est pas encore connu. Néanmoins, 2 personnes ont pour l'heure été secourues. Je vous le disais en titre, le ciel s'ouvre à nouveau entre l'Italie et la Libye, annonçant une ère de voyage facilité et de rapprochement entre les deux pays après 9 ans d'attente. Le premier avion de la compagnie Ita Airways a décollé ce lundi depuis l'aéroport international d'Europe en direction de Tripoli, avec à son bord le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba. Une reprise du tronçon régulière entre les deux capitales pourrait bien être envisageable dès l'automne prochain. Nous sommes revenus en Libye depuis Rome via la compagnie italienne après une absence de 10 ans.
Ce vol expérimental est une étape pour annoncer la levée de l'embargo sur l'aviation civile imposé sur les aéroports libyens. La reprise des vols commerciaux aux citoyens est prévue le mois de septembre prochain. Le sommet des Nations Unies sur la sécurité alimentaire s'est ouvert ce lundi à Rome avec pour défi nourrir la terre de manière durable. Ce rendez-vous qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement devra permettre de faire un inventaire des initiatives durables qui ont émergé depuis la dernière édition en 2021 afin de les mettre à disposition de tous les acteurs du secteur alimentaire. Et l'Afrique fait partie des sérieux clients des céréales de la mer Noire et la fin de l'initiative sans pour autant pouvoir la reconduire, du moins pas pour le moment, posera un sérieux problème à ces pays qui paieront le prix fort, les pays vulnérables qui luttent pour nourrir leur population. Je vous propose d'écouter Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Avec la fin de l'initiative de la mer Noire, les plus vulnérables paieront le prix le plus élevé. Comme lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, tout le monde en paie le prix. Nous constatons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui nuit à tout le monde, mais cela est particulièrement dévastateur pour les pays vulnérables qui luttent pour nourrir leur population. J'appelle la Fédération de Russie à revenir à la mise en œuvre des initiatives de la mer Noire conformément à ma dernière proposition. Et j'exhorte la communauté internationale à s'unir pour trouver des solutions efficaces dans cet effort essentiel. De nombreux pays africains sont affectés par la crise céréalière résultant du conflit russo-ukrainien. Et justement, le président russe Vladimir Poutine a garanti ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique après la suspension par le Kremlin de l'accord céréalier de la mer Noire, et ce à l'approche du sommet Russie-Afrique. Plus de 19 millions de personnes au Soudan sont confrontées à l'insécurité alimentaire alors que le conflit armé en cours exacerbe la crise humanitaire. C'est ce qu'a indiqué un responsable du Programme alimentaire mondial, soulignant l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz et de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans de nombreuses régions. La situation humanitaire est vraiment désastreuse au Soudan. Actuellement, plus de 19 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Et cette situation devrait s'aggraver à mesure que la guerre se poursuit. Le PAM est très préoccupé, en particulier pour les régions comme le Darfour occidental, où il est actuellement impossible à nos services humanitaires d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Nous exhortons les parties en conflit à faciliter les couloirs humanitaires permettant au PAM d'atteindre les personnes qui ont le plus besoin de ces services. 15 Palestiniens ont été blessés ce lundi, dont 4 par des tirs à balles réelles des forces de l'occupation sioniste lors d'une incursion dans le camp de réfugiés de Nour Shams dans la ville de Tulkarm au nord de la Cisjordanie. Plusieurs autres personnes ont été blessées par des éclats d'obus selon le ministère palestinien de la Santé. Une douzaine de Palestiniens ont également été arrêtés lors de raids dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée. Et suite à cette violente attaque, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a fermement condamné cette incursion, déclarant que cette attaque est une preuve claire de la mentalité sioniste de destruction et de meurtre. De son côté, la diplomatie palestinienne a également condamné la prise d'assaut du camp de Nour Shams, appelant le secrétaire général des Nations Unies à activer le système de protection du peuple palestinien.
La machine de guerre israélienne n'arrête pas de prendre plus de vies de nos enfants sans défense. Ces crimes coûtent la vie des Palestiniens, comme cela s'est déjà produit dans des exécutions de terrain, telles que celle de Fawzi Makhalfa dans la ville de Sabasteya, et de l'enfant Mohamed El-Bayed du camp de Jalazoun, sachant que tous ces crimes se déroulent parallèlement aux crimes commis par des gangs de colons dans l'ensemble des territoires palestiniens et aux invasions et profanations répétées de la sainte mosquée Al-Aqsa. La crise politique continue de secouer l'entité sioniste sur fond de réformes judiciaires controversées. Des manifestations de grande ampleur tentent de bloquer la Knesset qui a voté l'annulation de la clause de raisonnabilité dans un climat houleux. L'opposition au gouvernement d'extrême droite fondamentaliste dirigé par Netanyahou a annoncé que la mobilisation ne faiblirait pas et qu'un appel sera déposé à la Cour suprême alors que la centrale syndicale examine la possibilité de soutenir le mouvement contestataire. Sofiane Baroudier. C'est dans un climat houleux, dans une journée marquée par des mobilisations d'ampleur, que l'annulation de la clause de raisonnabilité a été votée à la Knesset. Des milliers de manifestants en colère ont tenté de pénétrer dans le siège du Parlement pour empêcher la tenue de la session. L'opposition sioniste qui a boycotté la session a qualifié cette mesure de honteuse. Le chef de cette opposition, Yair Lapid, a même désigné le gouvernement comme étant extrémiste et a annoncé qu'un recours serait introduit dès demain à la Cour suprême et que la mobilisation n'allait pas faiblir. La réforme judiciaire impulsée par le gouvernement fondamentaliste dirigé par Benjamin Netanyahu est contestée depuis des mois par l'opposition sur fond de crise politique d'ampleur secouant l'entité sioniste. La centrale syndicale Hastadrut a également annoncé qu'elle examinait la possibilité de soutenir le mouvement d'opposition à la réforme par l'appel à une grève générale. Des risques de crise économique aiguë sont également signalés alors que les indices boursiers sont au rouge. Pour sa part, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a défendu la réforme juridique dont il est l'artisan, parlant d'un processus historique de refonte institutionnelle. Pour rappel, l'État hébreu est traversé depuis des mois par une crise politique qui voit la confrontation frontale entre le courant fondamentaliste au pouvoir et les courants libéraux. Le président sioniste Isaac Herzog a évoqué une situation d'urgence. Plusieurs observateurs indiquent que cette situation de crise est sans précédent depuis 1948 et que des risques sécuritaires sérieux peuvent en être la conséquence, à l'ombre du profond mouvement de mécontentement et de désengagement qui traverse les rangs des réservistes dans les corps d'élite de l'armée d'occupation. De son côté, le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu a annoncé vouloir continuer la réforme alors que ses détracteurs et opposants abordent les affaires de corruption dont il est accusé comme étant la principale raison motivant cette réforme de la discorde. D'un autre côté, le président américain Joe Biden a exhorté les dirigeants de l'État hébreu à ne pas précipiter la réforme, évoquant une source de division. À ce propos, la Maison-Blanche a qualifié de regrettable l'approbation à une faible majorité d'une mesure clé de cette réforme tant contestée. Pour rappel, Washington critique depuis plusieurs mois le gouvernement d'extrême droite dirigeant l'entité sioniste. Le régime d'apartheid sioniste dirigé par un gouvernement fondamentaliste se trouve donc face à une situation de crise de régime sans précédent, qui pourrait, selon certains observateurs, se transformer en une confrontation aux multiples conséquences dans une conjoncture de montée des tensions dans la région. En Chine, 11 personnes sont mortes dans le nord-est du pays après l'effondrement du toit d'un gymnase d'une école. Le bâtiment s'était écroulé hier soir, juste avant 15 h locale à Kékiar. Une enquête est en cours. Elon Musk a choisi le nouveau logo de Twitter, remplaçant son oiseau bleu emblématique par un X dans le cadre d'une opération de transformation du réseau social. Sport football, le club saoudien Al-Hilal a fait une offre astronomique de 300 millions d'euros pour s'attacher les services de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Les relations entre l'attaquant et le club de la capitale française sont tendues depuis qu'Mbappé a déclaré le mois dernier qu'il ne renouvellerait pas son contrat qui expire à la fin de la saison prochaine. Pour rappel, le PSG avait pris la décision d'exclure sa vedette du groupe de la tournée asiatique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Al24 News. À demain.